Dernière étape, Genève, pour rencontrer Xavier Quemelin, un capitaine d'industrie français qui fait vivre indirectement une dizaine de milliers d'emplois en France et que la France a, comme il le dit lui-même, fiscalement exilé en Suisse. Personnage étonnant puisqu'il fait partie de la caste des dirigeants, qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche comme il le reconnaît volontiers, puisqu'il est l'arrière-petit-fils de Geoffroy Guichard, le fondateur du groupe Casino de Saint-Étienne, mais qui prend un malin plaisir à prendre ce monde à contresens du poil et de l'intérieur. Grand chasseur qui côtoie président de l'Assemblée nationale, ministre, chef d'entreprise comme Dassault et tout le beau linge de la Ve République, il n'en manque pas un quand il franchisse la ligne jaune ou quand il s'agit de défendre les plus petits, les salariés. Il s'est ainsi fait notamment connaître des médias en 2011 en entamant une grève de la faim dans son Audi devant le siège du groupe Casino afin de défendre les salariés et d'obtenir la démission du conseil d'administration de l'époque. Défenseur de la majorité silencieuse contre une minorité financière. Le PDG, Lars Olofsson, avait dû céder devant sa détermination. Son successeur, Jean-Charles Naouri, avait dû lui-même composer avec cet empêcheur d'enterrer en rond, tant sa force de persuasion et sa détermination avaient impressionné les membres du conseil d'administration. C'est aussi lui qui avait obtenu la comparution de Daniel Bouton, l'ex-PDG de la Société Générale, lors du procès de Jérôme Kerviel, en dénonçant tout au long de ce procès l'absence des vrais responsables que furent l'AMF, l'autorité de régulation des marchés ou encore la direction de la Société Générale, véritable responsable des pertes colossales supportées par les petits actionnaires et les clients de la banque. Plus largement, c'est à tous les dirigeants d'entreprises qui ont dévoyé le système capitaliste qu'il s'en prend. Ces grandes sociétés où le capitalisme managérial a remplacé l'entrepreneuriat d'hier et où les cooptations dans les conseils d'administration sont faites plus pour caser les amis que dans l'intérêt de l'entreprise. Une pratique largement héritée du secteur public en France où la consanguinité avec l'administration continue à faire des dégâts réguliers. Il est cependant peu connu en France, ces actions étant boycottées par les médias qui appartiennent peu ou prou à tous ceux qu'ils dénoncent ou égratignent. Et ce n'est pas sa dernière action qui va lui ouvrir les portes des rédactions. Il a tout simplement décidé de porter plainte contre Valérie Trierweiler. Partant de là, je trouve qu'il y a une notion dont M. Hollande a beaucoup parlé, qui est l'exemplarité. Et l'exemplarité, ça vient forcément d'en haut, donc du premier des Français. Ce monsieur a choisi de nous parler du mariage pour tous. Alors je me suis posé la question, d'abord, pourquoi pas pour lui-même? Je n'ai rien contre le concubinage notoire dans lequel il est depuis 6 ans, mais ce concubinage, si on regarde l'article 515.1 du Code civil, implique qu'il aurait dû faire une déclaration depuis 6 ans d'impôt sur la fortune avec Mme Trierweiler. Ce qu'il ne l'a pas fait, contrairement à l'article 885A du Code général des impôts. Donc, quelle est la légitimité déjà vis-à-vis des Français d'un président qui a fraudé depuis 6 ans le fisc? 2, quelle est la légitimité de Mme Trierweiler qui vit, entre guillemets, au crochet des Français, puisque c'est nos impôts qui servent à la loger, la nourrir, la blanchir, lui payer son personnel, sa campagne de presse, elle intervient un peu sur tous les sujets, fait vous virer des journalistes sportifs parce qu'ils ont une réflexion, certes peut-être un peu malheureuse, mais plutôt drôle, ou des gens de télévision parce qu'ils lui donnent un qualificatif qu'elle peut avoir de temps en temps par son comportement. Donc, fort de tout ça, j'ai demandé à mon avocat de voir quelles étaient les formes les plus appropriées pour tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que je voulais. Je voulais dire, écoutez, moi je suis un Français, lambda, je suis et je représente au jour d'aujourd'hui la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est quoi? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est Madame Michu, qui dit, mais cette dame, c'est pas la première dame. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas paxée, on ne savait même pas, à l'époque, si elle était divorcée, elle est divorcée depuis septembre 2010. C'est pas notre problème, en réalité. Le problème, c'est où va l'argent des Français. Et à partir du moment où cet argent part
sans aucune justification légale, puisqu'il n'y a pas de lien juridique, il n'y a pas de lien légal. Donc, le fait du prince ne doit pas s'appliquer au chef de l'État dans une démocratie. Alors, est-ce que cette plainte était déclarée recevable et quelles seraient en fait les conséquences si elle parvenait à son terme? Il voulait en fait porter de gros risques. Parce que si elle est déclarée coupable, il y a donc fraude, et François Hollande peut aussi dans ce cas-là être déclaré inéligible. Alors écoutez, tout à fait. J'ai démonté la chose un peu en sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer au jour d'aujourd'hui. Le juge d'instruction va enquêter, et s'il fait son travail jusqu'au bout, si on le laisse faire son travail jusqu'au bout, il est très probable que Mme Trierweiler soit mise en examen pour recel de détournement de fonds publics. L'origine du détournement de fonds publics sera forcément l'argent pris dans la caisse noire de l'Élysée par le chef de l'État qui lui aura donné pour X et Y raisons. Bon. Mais si on remonte un peu plus loin, il y a le problème de la légitimité au jour d'aujourd'hui de l'élection de François Hollande. Parce que si on applique la loi, en réalité, François Hollande et Valérie Trierweiler auraient dû être condamnés pour ne pas avoir fait de déclaration commune de patrimoine sur l'ISF depuis plus de 6 ans, ce qui est quand même énorme. Et la condamnation dans ces cas-là, c'est aussi l'inéligibilité. Donc au jour d'aujourd'hui, quelle est vraiment la légitimité d'un chef de l'État qui a été un fraudeur avant d'être élu, et si on avait appliqué la loi, il n'aurait pas pu être élu. Hein. Alors, moi je suis comme vous, un citoyen lambda, j'ai un contrôle fiscal chaque année. Je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup de politiques qui souvent s'auto-blanchissent, s'auto-augmentent, s'auto-amnistient, et ainsi de suite. C'est pour ça que, aussi, je dis, mais il faut à un moment que ce monde politique arrête de marcher sur la tête. Ceux qui pouvaient rire de son initiative sont maintenant moins rassurés quant aux fins possibles de l'aventure. Ou bien Mme Trierweiler est mise en examen pour recel de détournement de fonds publics, ou bien François Hollande, en concubinage notoire depuis 6 ans, a fait une fausse déclaration de patrimoine, ce qui le rend inéligible. Vu les succès qu'il a remportés ces dernières années dans des actions pourtant jugées perdues d'avance, Xavier Quemelin est peut-être l'homme qui va abréger le mandat de François Hollande et venger ainsi les 78% de Français qui ne se reconnaissent pas en lui. D'ailleurs, à force de rencontrer la majorité silencieuse dans ces fameuses manifs pour tous, Xavier Quemelin a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Là encore, pour être le porte-parole de la masse silencieuse contre cette caste qu'il connaît si bien. Je me pose des questions, y compris pour rentrer dans la vie politique en France. Mais dans la vie politique, sans parti, parce que pour moi, tout début de parti politique, c'est le début d'une recherche de sources de financement. Donc c'est la corruption qui s'installe, donc c'est la compromission qui s'installe, donc c'est les réseaux qui fonctionnent. Et ça fait 30 ans qu'on vit ça, à droite comme à gauche, et ça fait 30 ans qu'on détruit l'économie. Et me présenter en 2017 devant les Français, je vais le faire, mais je vais le faire sur mes propres deniers, et je veux le faire avec une campagne, entre guillemets, qui soit économique, écologique, sans papier, sans financement, en disant, ben, voilà un homme qui a envie de se bouger pour son pays, qui accepte de revenir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis quoi? Je suis résistant à la frontière. Plutôt qu'entre guillemets, on pourrait dire collabo à Vichy. Hein. Je dis, oui, je me bats. Monsieur Hollande, vous n'êtes plus légitime. Quand on voit votre score dans les sondages, quand on voit votre méconnaissance du tissu économique, de l'entreprise, il n'y a qu'à reprendre une vieille vidéo de YouTube où vous expliquiez que vous étiez conseiller référendaire à la Cour des comptes, et de toute manière, que vous fassiez quelque chose ou rien, vous étiez payé, que ça revenait au même, et que de toute manière, vous n'en aviez rien à foutre, les sous y rentraient. Ça, je trouve, pour moi, c'est inacceptable. C'est se foutre de la gueule de ses électeurs. Voilà.
Indépendant des partis qui divisent au lieu de rassembler, dans une approche très gaullienne de la fonction présidentielle, il entend mener une campagne fondée sur la réduction des dépenses de l'État de 30% pour réduire la pression fiscale et afin de relancer l'économie. Au passage, 2/3 des sénateurs et députés passeront à la trappe, ainsi que la moitié des strates administratives françaises. Ce qu'il y a de très difficile en France,